Alors bonsoir chers participants, je vous souhaite la bienvenue ce soir pour notre webinaire sur le Covid et la sclérose en plaques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Coleman, je suis infirmière conseil pour la Société suisse de sclérose en plaques et puis je serai également la modératrice pour ce webinaire. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir donc la professeure Caroline Pau et le professeur Renaud Dupasquier. Ils vont vous faire une courte présentation des résultats de cohorte sur le Covid et la sclérose en plaques. Et ensuite, ils souhaitent pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vais juste faire une brève explication ou un rappel du mode d'emploi pour les questions. Alors, voilà, donc il n'y a aucun enregistrement qui peut être fait du webinaire. De toute façon, il sera diffusé dans un deuxième temps sur notre canal et sur notre site web. Les orateurs présentent donc leur expertise qui est personnelle et puis de toute façon, ils ne vous entendent pas, mais vous pouvez poser vos questions aux intervenants donc via le chat. Comme vous pouvez le voir sur l'image ici, vous pressez sur le petit bouton orange en haut à droite de votre écran, ce qui permet de sortir le panel et puis d'écrire vos questions. Maintenant, si vous avez un iPhone ou une tablette, il faut balayer l'écran. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà, alors je vous laisse la présentation et puis je vous laisse avec nos deux intervenants. Alors, je vais essayer de vous donner l'écran. Voilà. Parfait. Je ne sais pas si vous nous entendez. En tout cas, bonsoir tout le monde. Donc, voilà, professeur Caroline Pau, Renaud Dupasquier. On s'est divisé la présentation en deux parties. Moi, je vais commencer en vous faisant un petit aperçu rapide, rappel sur le Covid, sur les effets neurologiques du Covid, puisque apparemment, on a quand même pas mal d'arguments pour penser qu'il peut affecter le cerveau. Donc, c'est indépendant de la sclérose en plaques, mais juste pour vous mettre dans le contexte. Et puis, dans la deuxième partie, Caroline Pau vous présentera 2-3 diapositives sur une étude Covisep à laquelle nous participons. C'est une étude dont on avait déjà discuté lors du précédent webinaire, mais maintenant avec plus de patients. Et en fait, cette étude suit les patients sclérose en plaques qui ont développé un Covid et regarde comment ils s'en sortent. Et vous verrez que ces données sont plutôt rassurantes. Voilà. Et ensuite, on a fait exprès de faire quelque chose d'assez court pour que vous puissiez ensuite effectivement poser vos questions. Voilà. Donc, je commence. Vous m'excuserez, j'ai repris des diapositives d'un congrès récemment donné à l'European Academy of Neurology. Donc, c'était des diapositives en anglais, mais on va prendre le temps de passer tranquillement et vous verrez que c'est assez compréhensible. Donc, quand on parle de Covid-19, en fait, c'est le nom de la maladie. Et puis, le virus lui-même, en fait, il s'appelle SARS-CoV-2. Donc, le virus, c'est SARS-CoV-2 qui donne la maladie qu'on appelle Covid-19. Alors, en fait, ce SARS-CoV-2, il fait partie de la famille des coronavirus humains et qui sont déjà connus. C'est pas une... Et ça n'a pas commencé avec le SARS-CoV-2. Vous voyez sur cette diapositive qu'il y a des souches qui existaient déjà. Elles ont toutes des noms barbares qu'il n'est pas nécessaire de retenir. Simplement, vous voyez qu'il y avait des souches endémiques à gauche de votre écran. 4 souches endémiques qui donnent plutôt des maladies très bénignes de type rhume, plus ou moins grippe, sans plus. Et puis, ces coronavirus qui ont toute la même structure, comme vous le voyez au milieu, avec ces fameux spikes, ces éperons roses, et qui donnent en microscopie électronique l'aspect d'une couronne, d'où le nom coronavirus. Ces virus, certains virus de cette famille font des pandémies. Excusez-moi, je reviens en arrière. Et il y a eu cette fameuse pandémie au SARS-CoV-1, début des années 2000, avec une mortalité élevée à 10%, mais qui était restée confinée en Asie du Sud-Est. C'est pour ça qu'on en a moins parlé ici.
Ce SARS-CoV venait de la chauve-souris, l'hôte intermédiaire est la civette. La civette, c'est des animaux qui manifestement aussi se trouvent en grand nombre sur les marchés chinois et sont consommés pour leur viande. Et puis, il y a eu ensuite le MERS-CoV, qui lui, cette fois, vient du Moyen-Orient. Et l'hôte intermédiaire, donc de nouveau, ça parle de la chauve-souris, et l'hôte intermédiaire est le dromadaire. Quant au SARS-CoV-2, l'hôte intermédiaire est supposé être le pangolin. Ce n'est pas encore complètement démontré à ma connaissance, mais c'est ce qu'on pense. Le pangolin est un animal africain importé sur les marchés chinois, là encore, pour être mangé. Mais toujours, la chauve-souris est l'hôte primaire. Donc, ces chauves-souris regorgent de coronavirus et elles les distribuent à ce qu'on appelle des hôtes intermédiaires qui les distribuent à l'homme. Et c'est ce qui s'est passé avec le SARS-CoV-2. On ne sait pas si c'était en novembre ou avant, et très vraisemblablement, quoi qu'en disent les journaux, ça semble être parti de la Chine. Alors, ce SARS-CoV-2, comment est-ce qu'il fonctionne? En fait, il infecte le corps humain, principalement les poumons, en se liant à un récepteur qui s'appelle Angiotensin Converting Enzyme 2, que vous voyez au milieu de votre diapositive en violet, ACE2. Alors, pour l'instant, concentrez-vous sur la partie gauche de la diapositive et vous voyez effectivement un virus qui, par un de ces éperons roses, s'attache à l'ACE2, donc ce récepteur. Une fois qu'il est attaché, le virus entre à l'intérieur de la cellule, ce qu'on appelle internalisation, et puis il commence son cycle de réplication. La droite de la diapositive n'est pas très importante, c'est juste pour signaler que le ACE2 fait partie de molécules qui permettent de réguler la tension artérielle. Pour la régulation de la tension artérielle, il y a tout un mécanisme très compliqué de feedback rétroactif pour vraiment essayer d'être le plus précis possible dans la tension avec différentes enzymes. Et il y a une enzyme qui est la cousine de ACE2 qui s'appelle ACE, enzyme qui permet de convertir l'angiotensine. Et cette enzyme, lorsqu'elle est inhibée, permet par des effets en cascade, lorsqu'elle est inhibée par les médicaments, elle permet de baisser la tension. Une des craintes qu'il y a eu au début de cette pandémie, c'est de se dire les gens qui sont hypertendus et qui prennent des antihypertenseurs, qui agissent, donc des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, est-ce que ces patients seraient plus à risque de faire un maladie Covid plus grave? La réponse en 2 mots, elle est non. Excusez-moi, je reviens en arrière. Elle est non. Il y a eu plusieurs articles dans le New England Journal of Medicine qui montrent qu'en fait, les patients qui prennent ces traitements ne sont pas plus à risque de faire un Covid plus sévère. Voilà. Ça ne concerne pas directement la sclérose en plaques, mais je pense que c'est quand même important de le mentionner parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hypertendus et les gens qui ont un traitement pour l'hypertension ne doivent surtout pas l'arrêter par peur d'avoir un Covid plus grave. Ce n'est pas le cas, ça ne va pas arriver. Maintenant, le Covid, il peut se manifester en gros de 2 manières. La plupart des gens, quand ils sont infectés par le SARS-CoV-2, ils vont faire une infection pulmonaire type grippale. Et puis, excusez-moi, c'est parce que c'est un programme automatique qui se met en route tout seul, je suis désolé, c'est pour ça que je suis obligé manuellement de revenir en arrière. Bref, sur la partie gauche, vous voyez que ce virus se multiplie dans les poumons, mais il est assez vite contenu par l'immunité et tout se passe bien. Sur la partie droite de la figure, en revanche, qu'est-ce qui se passe? Le virus va déclencher une réponse immunitaire, une réponse inflammatoire trop forte, un petit peu comme ce qui se passe finalement, toute proportion gardée dans le cerveau d'un patient avec sclérose en plaques où il y a trop d'inflammation. C'est un peu la même chose, mais là, c'est une puissance 10 au niveau des poumons, au niveau de différents organes. Ça peut toucher le cœur, ça peut toucher les reins, le foie, et ça aboutit au fait que les patients doivent être intubés. Donc là, dans ces cas-là, on parle de Covid-19 sévère. Sur la partie droite de la diapositive, vous voyez cette étude chinoise qui est parue assez tôt au début de la maladie et qui a montré très vite, je reviens en arrière, que
il y avait une différence entre les patients qui survivaient et les patients qui ne survivaient pas au Covid-19. Donc, ceux qui survivent sont en bleu, ceux qui ne survivent pas sont en rouge. Et vous voyez sur le graphique du haut que ceux qui survivent, ils ont un taux de lymphocytes plus élevé que ceux qui ne survivent pas. Donc, la lymphopénie est clairement un facteur aggravant déclenché par le virus. Et puis aussi, on voit sur le graphique du bas que ceux qui ne survivent pas ont des taux d'interleukine 6, une cytokine pro-inflammatoire, nettement plus élevés que les patients qui survivent, ce qui témoigne qu'il y a ce qu'on a appelé l'orage cytokinique, donc une inflammation trop forte chez les patients qui font un Covid sévère. Alors, par rapport au cerveau, qu'en est-il? Donc, le Covid, on l'a dit, c'est une maladie qui touche essentiellement les poumons, mais qui peut toucher différents organes. Et en fait, lorsqu'il y avait eu l'épidémie de SARS-CoV-1, au début des années 2000, il y a eu des papiers scientifiques qui ont été faits, il y a eu des autopsies qui ont été faites, et vous voyez ici une autopsie d'un patient qui était mort du SARS-CoV-1, et dans son cerveau, on a trouvé, c'est ce qui est pointé par des flèches noires, on a trouvé du SARS-CoV, donc du virus qui infectait ces neurones. Et puis les images P et Q sont juste des contrôles négatifs. Donc, il y a la démonstration que le virus peut aller dans les neurones. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est cette étude qui avait été faite aussi à l'époque avec le SARS-CoV. Dans cette étude, les chercheurs avaient humanisé des cellules, des souris, c'est-à-dire qu'ils avaient fait que ces souris ont un récepteur humain au SARS-CoV, qui est donc la CO2, comme pour le SARS-CoV-2, donc ce récepteur dont j'ai parlé tout à l'heure, et ce récepteur était donc exprimé dans ces souris, mais un récepteur humain. Et ce qu'ils ont montré, c'est que quand ils infectaient ces souris par le nez avec du SARS-CoV, par le nez, le virus, au fur et à mesure des jours qui passent, vous voyez que le cerveau devient toujours plus brun, et ben c'est le virus qui se répand dans le cerveau. Et ça, c'est assez intéressant parce que, comme vous le savez, dans le Covid, beaucoup de gens se plaignent d'anosmie, de perte de l'odorat, et ceci suggère que le virus a un tropisme, donc il a une tendance à vouloir infecter les filets olfactifs qui sont les petits nerfs du nez, et ça c'est une porte d'entrée dans le cerveau, et c'est pas impossible que ce soit par là qu'il puisse aller plus loin dans le cerveau chez certains patients. Voilà, et puis effectivement dans cette étude toujours, et ça c'est la flèche rouge, les auteurs avaient montré qu'il y avait beaucoup de virus qui se retrouvaient dans le tronc cérébral, brainstem en anglais. Et ce qui a fait dire à certains chercheurs actuellement que ces patients qui sont sous intubation et parfois en insuffisance respiratoire très sévère, on a l'impression que ce n'est pas que les poumons qui font ça. Certains se sont posé la question de savoir si ce n'était pas aussi le cerveau qui entraînait plus les poumons, il n'y avait plus d'ordre pour faire monter et descendre le diaphragme, pour respirer, et que peut-être ceci serait dû à l'invasion du tronc cérébral par le SARS-CoV-2. Ça reste des hypothèses, ce n'est pas démontré pour l'instant, mais voilà, ce sont des hypothèses. Donc si on résume, il est possible que le SARS-CoV-2 infecte chez certains patients par le nez, comme vous le voyez ici, les filets olfactifs, le bulbe olfactif, et puis depuis là, puisse éventuellement migrer vers le cerveau, encore une fois chez une minorité de patients, mais ça pourrait être un moyen d'entrée qui pourrait expliquer certains patients qui font des troubles neurologiques. Et puis, une fois dans le cerveau, alors c'est des schémas qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut voir, ce que vous avez l'habitude de voir quand on fait des présentations de sclérose en plaques, avec à gauche un vaisseau duquel traversent les cellules inflammatoires qui arrivent au milieu, qui est le cerveau, avec les fameuses cellules qu'on connaît bien, les oligodendrocytes, avec les neurones, les astrocytes, etc. Puis là, il y a une espèce de relargage de médiateurs d'inflammation, de cytokines, qui pourraient causer des tableaux de troubles de la conscience, de troubles cognitifs ou de troubles neurologiques divers. Voilà un petit peu où on en est dans les hypothèses. J'insiste encore une fois sur le fait que ce n'est de loin pas la majorité des manifestations du virus, que la plupart du temps c'est pulmonaire, mais encore une fois, chez certains patients, il y a des aspects neurologiques, et puis évidemment, comme nous, on est neurologue, c'est à ça qu'on est intéressé par ça, et c'est ça que nous étudions. Voilà, à ce stade, j'ai fini le petit résumé sur le Covid. S'il y a des questions, bien entendu, on pourra y revenir. Puis je vais passer la parole maintenant à Caroline Pau, qui va vous présenter cette étude
qu'on appelle CoviCep et qui s'attache vraiment à savoir si ce qui se passe chez les patients avec sclérose en plaques s'ils rencontrent le SARS-CoV-2. Voilà. L'idée un petit peu, c'est de répondre aux questions qu'on avait tous. C'est vrai qu'au début de l'épidémie, on n'avait aucune idée si les personnes avec une sclérose en plaques étaient plus à risque. Par sécurité, on a décidé que s'il y avait des traitements qui baissaient la réponse immunitaire, on considérait les personnes avec une sclérose en plaques traitées par certains traitements comme personnes à risque. Mais c'est vrai qu'il y avait pas, on avait très peu d'expérience, ces personnes avaient vécu ces infections et la question ici, c'est de savoir, même malgré toutes les précautions qu'on a prises, il y a quand même des personnes avec une sclérose en plaques qui ont été infectées par le virus. Et c'était de savoir, est-ce que ces personnes-là vont moins bien, ce qui est un petit peu votre question de tous les jours, est-ce que je vais aller moins bien si je fais une infection avec ce virus, ou est-ce que je vais aller plus aux soins intensifs, que je vais avoir plus ces complications, comme vous avez vu sur la présentation maintenant, avec une atteinte pulmonaire. Donc ici, c'est une étude qui a été, donc c'est vraiment observationnel, il y a beaucoup de centres qui y participent, comme vous voyez ici sur la carte de la France. C'est une étude qui a été lancée par l'équipe à Paris avec Céline Louâtre et aussi avec Jérôme Dessèze, qui est un professeur à Strasbourg. Et ils ont réussi en fait à faire que différents centres collaborent et annoncent de façon complètement anonyme s'il y a eu des personnes qui étaient suivies ou qui connaissaient, qui avaient une sclérose en plaques et une infection avec ce virus, SARS-CoV-2, pour savoir si finalement on avait plus de risques ou si ces personnes étaient plus infectées. Donc là, c'était vraiment un petit peu ces résultats-là qu'on va vous présenter, qui sont des résultats qui ne sont pas publiés. Donc vous voyez, il y a plus de 320 personnes qui ont été annoncées, donc qui ont une sclérose en plaques, tout venant, si vous voulez, et qui ont une infection Covid. Alors là, les données sont plutôt rassurantes. Donc la première chose qu'ils ont regardé, c'est finalement, est-ce qu'il y avait une différence entre les personnes, parce que bien sûr, hein, même si une personne a une infection Covid, il y a toujours un petit risque qu'elle se retrouve à l'hôpital. On a regardé un petit peu ce qu'il y avait quelque chose qui ressortait, qui arrivait à l'hôpital. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement, entre les personnes qui n'ont pas été hospitalisées, donc qui sont restées à la maison, en comparaison avec des personnes qui ont été hospitalisées ou voire qui sont décédées, on voit que le principal facteur, enfin, ce qui est ressorti en tout cas, c'est que c'est l'âge. Donc plus on est âgé, plus on a un risque en fait de faire une infection Covid, une maladie Covid sévère. Ça, finalement, ça va très bien avec ce qu'on a vu dans ce qui a été annoncé régulièrement par l'OFSP, aussi dans les médias. L'âge semble être un facteur de risque pour faire une infection Covid plus sévère. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien de spécifique à la sclérose en plaques. Après, plus spécifiquement, ils ont regardé en fait si dans toutes les personnes, si elles avaient plus d'handicap. Donc, on utilise en sclérose en plaques ce score, vous connaissez probablement, qui s'appelle EDSS, entre 0 et 10. Hein, donc, en 0, c'est-à-dire que nous et vous ressentez rien du tout, ou on voit rien à l'examen clinique. Et 10, c'est le score maximum, la personne est décédée. Et ce qu'on voit ici, c'est que les personnes, la seule chose qui est ressortie, hein, c'est que les personnes hospitalisées, elles avaient en général, de façon statistiquement significative, des scores EDSS plus élevés, donc supérieurs à 6 majoritairement, ce qui veut dire qu'ils ont vraiment besoin d'une aide pour marcher. Tous les autres facteurs, il n'y a rien d'autre qui est ressorti de cette étude. Après, ils ont regardé s'il y avait une influence justement avec les traitements. C'est vraiment la question qu'on a eue aussi sur ces dernières semaines. Donc ici, vous voyez un graphique. Au milieu, il y a une barre. Ça, c'est le risque, si vous voulez, neutre. Quand vous allez vers la gauche du graphique, c'est que vous avez un risque qui est diminué. Et quand vous avez quelque chose qui va sur la droite, c'est que vous avez un risque qui est augmenté. Donc, ce qu'on voit ici, donc ici, vous avez tous les facteurs qui sont ressortis. Vous voyez qu'effectivement, de nouveau, l'âge sort. Plus on est âgé, chaque 10 ans, en fait, ça fait augmenter un tout petit peu le risque de faire cette infection de façon plus sévère. Les hommes aussi avaient quand même tendance à avoir une infection plus sévère, qui n'a rien du tout de spécifique à la sclérose en plaques. Hein. Je vous rappelle que c'est un peu les critères qu'on a ressortis pour la population, pour tout le monde, et l'obésité. Donc ça, c'est aussi 3 choses qui ne sont pas spécifiques à la sclérose en plaques, mais qui ont été mis en évidence avec une corrélation, une augmentation du risque, si vous voulez, de faire une infection Covid qui va amener la personne à l'hôpital. Plus spécifiquement à la sclérose en plaques, donc je vous ai parlé de ce score EDSS. Donc un score EDSS, c'est vraiment à partir de 6, si vous voulez, vous avez besoin d'une aide pour la marche.
Et vous voyez que c'est vraiment avec ce score EDSS, donc, qui est vraiment lié finalement à d'autres comorbidités, c'est-à-dire quand on a de la peine à marcher, on a souvent aussi plus de problèmes pulmonaires, plus d'autres d'infections. Donc, c'est pas forcément spécifique à la CEP, mais on va parfois un petit peu moins bien. Et c'est la seule chose qui est ressortie comme augmentant le risque de faire une infection Covid un peu plus sévère. Par contre, vous voyez les traitements, donc ça, c'est les personnes qui n'ont pas de traitement. Les traitements, au contraire, donc on a beaucoup posé la question parce qu'on pensait qu'on allait baisser le système immunitaire. D'ailleurs, ça fait partie des critères des personnes vulnérables. Mais vous voyez que finalement, avec le recul, donc les interférons et puis la Copaxone, qui sont des traitements qui ne font que moduler la réponse immunitaire, ils n'augmentent pas le risque, donc ils ne sont pas du tout du côté du risque augmenté de faire une infection sévère. Au contraire, on a une... Alors, c'est probablement pas significatif, mais s'il y a quelque chose, on a plutôt l'impression qu'ils sont protecteurs. La même chose pour les autres traitements. Donc là, vous avez le Tecfidera, le natalizumab, le Tysabri. Donc là aussi, on a l'impression que ça n'augmente pas le risque. Et puis quand on va sur les traitements, ce qu'on appelle comme le Gilenya, le Crelisumab, la Cladribine ou même l'alemtuzumab, qui sont les traitements plus forts, on voit que finalement, il n'y a pas de risque augmenté de faire une infection plus sévère. Et si vous voulez, ça rejoint la zone neutre. Donc ces données, elles sont plutôt rassurantes, c'est-à-dire que bien qu'on prend toutes les précautions, on fait attention, mais on peut être rassuré en tout cas par rapport au traitement. On n'a pas l'impression que ça augmente vraiment le risque de faire une infection Covid sévère. Et on est plutôt rassuré, mais il faut vraiment faire attention. Donc, comme je vous le redis, j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'âge, l'obésité, et puis peut-être le fait d'être un homme qui augmente plus le risque de faire une infection sévère. Et bien sûr, si on a une infection, une maladie qui est plus avancée, avec un handicap qui est plus important, probablement dû aux comorbidités. Voilà. Je crois qu'on peut arrêter là. Ouais. Je crois qu'on va s'arrêter là. Donc l'idée, voilà, les messages sont plutôt, bien qu'il faut garder une certaine attention, il faut bien sûr être toujours vigilant. On a encore peu de recul, mais pour l'instant, c'est vrai que les données par rapport à la sclérose en plaques et au traitement sont plutôt rassurants. Maintenant, on voulait plutôt répondre à vos questions. Ok, alors je vais juste reprendre l'écran. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Je vais reprendre. Donc c'est vrai. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Oui. Pardon. Donc, par rapport à la question de vulnérabilité, c'est vrai qu'on a donné et on donne encore des attestations si besoin. Mais vous voyez que les données sont plutôt rassurantes. Alors, j'ai une question. J'ai la sclérose en plaques, je n'ai pas de traitement, j'ai pas de poussée depuis quelques années. La personne a 70 ans. Est-ce que je risque de faire une poussée si je suis infectée par le Covid? Alors, c'est une bonne question parce que là, c'est l'inverse. Donc, on n'est pas en train de se demander est-ce que la sclérose en plaques rend le Covid plus sévère? C'est plutôt si j'ai une infection au Covid, est-ce que je risque de faire une poussée? La réponse, elle est théoriquement oui, parce qu'effectivement, on sait que les infections de manière générale augmentent les risques de poussée. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on vous conseille toujours en automne de vous vacciner contre la grippe. C'est pour ça que de manière générale, on regarde toujours que les patients en sclérose en plaques soient bien vaccinés pour éviter justement de faire des infections qui seraient à risque de faire une poussée. Maintenant, ça c'est de la statistique. Il n'y a pas de raison de penser qu'avec le Covid, on est plus ou moins à risque qu'une autre infection de faire une poussée de sclérose en plaques. Je pense que statistiquement, on peut dire que oui, le risque augmente. Maintenant, c'est de la statistique et à l'échelon individuel, il se peut très bien qu'on fasse un Covid et qu'on n'ait pas de poussée de sclérose en plaques. Peut-être en complément, dans ces études, autant les registres italiens que les études françaises auxquelles on participe n'ont pas non plus donné d'alerte comme quoi il y avait plus de poussées suite aux personnes qui ont été infectées. En tout cas, ce n'est pas ressorti de façon très importante, donc c'est plutôt rassurant. Mais comme n'importe quelle autre infection peut déclencher une poussée, mais on n'a pas l'impression qu'avec ce virus, c'est plus sévère.
Alors, j'ai une autre question. Peut-on dire que les personnes avec une thérapie de CEP ne sont plus considérées comme personnes vulnérables pour leurs employés? Alors là aussi, c'est une question assez pertinente. Pour l'instant, on est quand même resté sur les directives de l'OFSP qui a quand même considéré les personnes avec un traitement immunosuppresseur comme plus vulnérables. Donc, ce n'est pas tous les traitements. Hein. Donc, les personnes qui sont sous les interférons, la Copaxone ou le Tysabri n'ont jamais été considérées comme des personnes plus vulnérables. C'est plutôt avec les autres traitements. Pour l'instant, de toute façon, ça va probablement un petit peu diminuer, mais si, on reste quand même avec une attestation de personnes vulnérables. Pour les traitements les plus puissants, Ocrevus, Rituximab, Lemtrada, Mavenclad, on continue à considérer, les gens doivent continuer à se considérer comme étant personnes vulnérables, mais on utilise ici le principe de précaution. Les données, comme on vous les a montrées, ne montrent pas que c'est le cas, mais ceci étant dit, c'est une étude, comme on vous l'a montré, même si elle est une étude multicentrique, 320 sujets, ça peut ne pas être encore suffisamment grand pour qu'on puisse, de manière péremptoire, dire qu'il n'y a pas de risque. Donc, par principe de précaution, les gens qui ont des traitements immunosuppresseurs marqués doivent continuer à être considérés comme personnes vulnérables. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas travailler, mais ça veut dire que sur leur lieu de travail, il faut des conditions qui leur permettent d'être protégés. Ça veut dire par exemple que s'ils sont à moins de 2 mètres de quelqu'un, comme Caroline et moi maintenant on est en train de vous parler, il faut porter un masque, qu'il faut se laver les mains régulièrement, etc. Dans les faits concrets, souvent finalement, il n'y a pas énormément de différence d'attitude entre les personnes vulnérables et les personnes non vulnérables si tout le monde fait attention. C'est-à-dire que même si on n'est pas vulnérable, on doit se laver les mains régulièrement, on doit ne pas malheureusement embrasser les gens ou leur serrer la main, on doit porter un masque si on est à moins de 2 mètres. Voilà. Si une personne vulnérable qui marche dans la rue toute seule ou dans les bois n'a pas de raison de mettre un masque parce qu'elle est à distance des gens et voilà. Donc, dans les faits concrets, c'est ça que j'essaye de dire, il n'y a finalement pas une si grande différence entre les personnes vulnérables et pas vulnérables, si les mesures de distanciation sociale sont respectées. Ah, Caroline, si tu... Oui, c'est juste. Et puis c'est vrai que c'est pour ça qu'on essaye aussi d'évaluer avec la personne de cas en cas. Après, il y a toujours des cas spécifiques, bien entendu, hein, on ne peut pas tout anticiper. Et puis nous, on est là. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions et d'emails pendant cette période. On a essayé de répondre de manière personnalisée quand on pouvait. Peut-être encore juste un mot, parce que je sais que c'est un point très important. Nous, ce qu'on peut faire comme médecin, c'est qu'on peut faire un certificat pour dire, voilà, la personne est vulnérable. Après, ce n'est pas nous qui pouvons aller faire la leçon à l'employeur puis lui dire comment il doit faire. L'employeur, avec ce certificat, est tenu de donner des conditions de travail qui permettent à l'employé vulnérable de travailler de manière sécure. Et les voies de recours, si l'employé vulnérable estime que ce n'est pas rempli, ne sont pas auprès du médecin, elles sont auprès du syndicat ou des juristes. Peut-être un complément. C'est vrai que l'idée, c'était pas de faire des arrêts maladie, parce que finalement, c'est pas une maladie, c'est juste une attestation pour anticiper un risque, mais qui n'est pas encore arrivé, si vous voulez. J'ai une autre question. J'ai une CEP secondaire progressive, 65 ans en juillet, prévision traitement Ocrevus. Je suis à risque, je pense. Alors oui, parce que simplement par le simple fait de l'âge, déjà, c'est probablement et donc ça c'est indépendant de la sclérose en plaques, mais le fait d'avoir 65 ans ou plus, on le sait, fait partie des catégories à risque. Maintenant, le fait de rajouter là-dessus de l'Ocrevus, dans quelle mesure ça va aggraver les choses? Encore une fois, si on se base sur les données qu'on vous a montrées, probablement pas beaucoup, mais de toute manière, même sans Ocrevus, vous êtes considéré comme une personne à risque parce que vous avez 65 ans ou plus et donc vous devez de toute façon prendre des précautions. Maintenant, la question c'est est-ce que vous devez prendre votre Ocrevus ou pas? Sachant cela, difficile de répondre sans connaître le dossier. Il nous est arrivé
de suspendre les traitements de Ocrevus ou de rituximab, hein, c'est la même chose, chez des patients qui avaient des formes progressives et qui étaient âgés, parce qu'on estimait que même si l'indication du médicament était posée, on faisait courir un risque inutile et qu'on préférait retarder l'administration du médicament. Maintenant, il y a d'autres personnes chez qui on a décidé de le donner quand même, parce que la sclérose en plaques était très active et qu'on considérait que le risque que le patient fasse des poussées délétères était plus grand que l'éventualité d'un Covid plus sévère. Mais vous voyez, là, c'est vraiment du cas par cas. Mais quand même, globalement, sauf si c'est sur l'avis justement du médecin, du neurologue, globalement, la recommandation, c'est quand même de ne pas arrêter les traitements. On a eu plus de poussées chez les personnes qui ont arrêté les traitements et des complications de poussées dues à l'arrêt du traitement que des complications dues à la continuation du traitement. Donc, un des messages qu'on a quand même essayé de faire passer très tôt, c'est de ne pas arrêter vos traitements, puis si vous avez un doute, d'en discuter avec votre neurologue. Mais là, vous n'avez pas commencé. Mais là, quand on n'a pas commencé, par contre, c'est un peu différent. On peut discuter, tout à fait. Et quand on disait qu'on a mis en suspens, qu'on a repoussé certains traitements, mais c'est vraiment, il faut vraiment en discuter avec le neurologue. Il ne faut pas le faire tout seul ou pas décider de ne pas venir à votre perfusion de traitement. Et puis, faut-il se faire dépister du coup sérologiquement avant un traitement avec Ocrevus, par exemple? Alors, pour l'instant, les sérologies. Alors, un petit mot sur les sérologies. Plein de labos en ville proposent des sérologies. Il y a à boire et à manger. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont, semble-t-il, de bonne qualité, d'autres beaucoup moins. Et pour l'instant, au niveau du CHUV, en tout cas, et je crois savoir que c'est un peu la même chose dans tous les centres académiques, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de valider déjà les sérologies académiques faites par les laboratoires universitaires. Et puis ensuite, on verra. Donc nous, on en est là. Au CHUV, il y a une étude, par exemple, qui a pris un échantillon de la population des employés du CHUV pour voir s'ils étaient sérologiques positifs ou pas. Mais il y a plein d'employés, moi le premier, qui n'ont pas été dosés, qui n'ont pas été testés. Donc ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, les sérologies sont encore en phase de test et que nous ne les proposons pas de manière de routine parce qu'on n'a tout simplement pas encore les kits dont on estime qu'ils sont suffisamment fiables. On ne les propose pas de routine chez les patients avant de débuter un traitement. Et puis l'autre chose aussi, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Une fois qu'on a une sérologie positive, si tant est que le kit est de bonne qualité, qu'est-ce que ça dit en termes de protection pour la suite? Est-ce qu'on n'est pas tout à fait sûr de savoir jusqu'à quand on est protégé du Covid? Il y a des hypothèses qui suggèrent que peut-être après quelques mois, l'immunité diminue puis qu'on est de nouveau à risque de faire un Covid. Donc finalement, faire une sérologie, ça pourrait être faussement rassurant, mais ne pas avoir vraiment de pertinence. Donc, la réponse courte à votre question, c'est non, il n'y a pas besoin de faire un test de sérologie avant un démarrage d'Ocrevus. Et puis, en cas de Covid-19 et de traitement immunosuppresseur, est-il possible de faire une cure de cortisone sous IV en cas de poussée? S'il y a une infection Covid plus un traitement, ça je crois qu'il faut vraiment voir de personne en personne. Ça dépend tout de l'infection, de la sévérité de la poussée. C'est vrai qu'on ne traite pas forcément toutes les poussées. Si c'est une poussée qui est mineure, on donne parfois pas de traitement de cortisone. Enfin, non, si c'est une poussée très sévère et puis qu'il y a eu une infection, mais que cette infection elle est passée, ça peut tout à fait se discuter. Je pense qu'en tout cas, il ne faut vraiment pas prendre. Là, la réponse, c'est je pense qu'elle se discute de personne en personne. On va pondérer autant la sévérité de l'infection au Covid et autant la sévérité de la poussée pour décider si on met un traitement de cortisone ou pas. Je ne sais pas si tu as... Oui, absolument. Mais si vous faites une poussée, si vous avez une infection Covid et puis que vous faites une poussée, il faut surtout en parler et puis il faut tout de suite contacter votre neurologue, puis c'est avec lui que la décision va se prendre. Et puis, quelles séquelles liées au Covid-19 ont présenté les gens avec une CEP? Est-ce que vous avez ces informations? Non, enfin moi pas. Dans le papier qu'on vous a présenté, donc ce qu'on considère comme sévère, c'était ceux qui nécessitaient d'être hospitalisés, alors que ça peut être intubé ou pas, ça va jusqu'au décès. Je n'ai pas
connaissance du fait que des patients sclérose en plaques fassent un Covid significativement différent du reste de la population. Je veux dire, en d'autres termes, les patients sclérose en plaques ne font pas plus un Covid avec des manifestations neurologiques que quelqu'un qui n'a pas de sclérose en plaques. Je crois que là, il n'y a pas de... En tout cas, non, je crois pas qu'il y ait de données là-dessus actuellement. Il n'y a pas de différence. En tout cas, ça n'a pas été communiqué. Il n'y a pas eu de communication de maladies neurologiques plus sévères dues à une infection Covid chez des personnes avec une sclérose. Et puis, si un vaccin serait trouvé, est-ce qu'il pourrait être administré sous traitement immunosuppresseur? Là, c'est toujours ça, c'est la question des vaccins en général et ça dépend. Alors, maintenant, on est pas mal revenu en arrière par rapport aux vaccins. On a longtemps incriminé les vaccins comme potentiellement déclenchant une sclérose en plaques, même parfois la causant. Je crois qu'on a maintenant suffisamment d'évidence. Il y a aussi des groupes maintenant en Bavière. Ils ont montré très récemment, ils ont regardé toutes les personnes qui avaient été vaccinées, en particulier aussi avec l'hépatite B. Il n'y a pas eu d'augmentation du risque de sclérose en plaques sur une grande population après les vaccins. Donc, en tout cas, par rapport à vaccins et sclérose en plaques, nous, on est plutôt favorable à des vaccins. Et il n'y aurait pas vraiment, à ma connaissance, au savoir qu'on a aujourd'hui, bon, on ne les a pas encore, les vaccins, mais il n'y aurait pas de contre-indication à vacciner. Maintenant, c'était sous le traitement immuno. Et puis, sous le traitement, bah, ça dépend du traitement. Donc, normalement, les vaccins, à part les vaccins vivants, peuvent être administrés sous des traitements immunosuppresseurs, mais ils sont parfois moins efficaces. Donc, c'est surtout leur... Ça, il faut bien discuter. On verra les vaccins. Si c'est un vaccin vivant, sous les immunosuppresseurs, plutôt pas. Non, probablement, ce sera plutôt un vaccin qui n'est pas vivant, donc qui est inactivé. Et les vaccins inactivés peuvent se donner, mais comme pour tous les autres vaccins, ils sont possiblement moins efficaces. Après, ça se discute de traitement en traitement. Tisabri, probablement, c'est la même efficacité. Fingolimod ou Ocrevus, c'est probablement diminué. Mais ça, c'est les mêmes discussions qu'on a souvent avant l'introduction d'un traitement immunosuppresseurs et c'est pour ça qu'on essaie de mettre les vaccins à jour. Non, ce vaccin-là n'existe pas encore, mais probablement qu'on aura la même attitude. Et puis, avons-nous un cas de poussée dû au Covid ayant mené à un décès? Une poussée due au Covid, pas à ma connaissance. Pas la mienne non plus. D'accord. Et puis, est-ce qu'une personne atteinte de CEP peut être un porteur sain du Covid, donc sans symptômes? Alors, il n'y a pas de raison de penser que c'est différent du reste de la population. Donc, oui, probablement oui, comme le reste de la population, oui. Et je crois qu'on a fait un peu le tour des questions. Est-ce qu'il y a encore des questions qui seraient importantes? Lors d'une prise d'Ocrevus, faut-il se mettre en quarantaine? Alors, donc, plus maintenant, les gens qui sont, si vous êtes sous Ocrevus et que vous n'avez pas de symptômes et que vous fonctionnez bien, vous pouvez sortir de chez vous. Vous devez mettre un masque si vous êtes dans les transports publics, mettre un masque si vous êtes dans les magasins, c'est probablement plus sûr. Ne même pas nécessairement mettre un masque, encore une fois, si vous baladez dans la rue, parce que si vous n'êtes pas en contact avec des gens à moins de 2 mètres pendant une période prolongée, ce n'est pas nécessaire d'avoir un masque. Et puis voilà, vous ne pas serrer la main des gens, vous lavez les mains, et avec ça, vous pouvez sortir de chez vous. Il ne faut pas rester en quarantaine. Et puis, donc sans problème de mobilité, mais de concentration et d'attention, suis-je plus exposée? Je pense que ça rejoint un peu les autres questions. Non, en tout cas, il n'y a pas eu... En tout cas, c'est vrai que les scores qu'on utilise, ce fameux score EDSS, c'est sûr que c'est souvent la marche qui prédomine avec ces scores plus élevés. Mais il n'y a pas eu spécifiquement, en tout cas à ma connaissance, de lien entre des problèmes de concentration ou de ce qu'on appelle cognitif, de difficulté à fonctionner, plus en lien avec une infection Covid plus sévère, non.
Comme on a dit tout à l'heure, c'est plutôt que quand on a de la peine à marcher ou si on est en chaise roulante, on a peut-être plus d'autres comorbidités, plus de problèmes respiratoires. Et c'est probablement avec ça qu'on voit une infection plus sévère. D'accord. Voilà, on va prendre encore une dernière question. Si le Covid atteint le cerveau, quels symptômes peuvent apparaître? Alors, il y a plusieurs types d'atteintes neurologiques qui ont été associées au Covid. Le premier, c'est l'anosmie. Donc l'anosmie, c'est le fait de perdre l'odorat. Ça, c'est la chose la plus fréquente qui est souvent associée à des Covid peu sévères. On pense, alors pourquoi neurologique? Parce que comme je vous l'ai montré sur les diapositives, on pense que la cause de cette anosmie, c'est vraiment l'infection du virus des petites fibres nerveuses qui sont dans le nez en communication avec le cerveau. Ça, c'est une des premières manifestations. Une deuxième manifestation, c'est ce qu'on appelle les méningoencéphalites, donc des tableaux beaucoup plus sévères, avec confusion, crise d'épilepsie, perte de conscience, etc., qui correspondent à une inflammation du cerveau. On pense, nous on a eu quelques cas dans le service de neurologie, on n'a pas trouvé de virus lui-même, on pense que c'est plutôt la réaction indirecte du virus, c'est-à-dire l'inflammation déclenchée par le virus au niveau du cerveau qui crée ces tableaux. Et ce que rapportent les chercheurs ailleurs dans le monde va dans la même direction. Une troisième possibilité de manifestation neurologique, ce sont les syndromes de Guillain-Barré. Donc le syndrome de Guillain-Barré, c'est perte de sensibilité et de force dans les jambes, puis les mains, qui peut aller jusqu'au point où on n'arrive plus à respirer, puis il faut intuber les personnes. En général, le pronostic est assez bon, mais ça peut mettre des mois pour récupérer. Et là, c'est une atteinte des nerfs périphériques. Donc, une fois qu'ils sont sortis de la moelle, ça a été associé aussi au SARS-CoV-2. Une quatrième possibilité, ce sont les patients qui sont aux soins intensifs, qui ont été intubés, donc ceux qui ont fait un Covid sévère, très sévère, et qui, une fois qu'ils sont extubés, on constate qu'on a l'impression qu'ils continuent, certains d'entre eux, à être pendant longtemps confus, troubles de mémoire, voilà, vraiment un tableau, voilà, on va dire, de confusion qui paraît parfois assez marqué et dont on s'est posé la question de savoir si c'est pas là aussi le virus qui contribue à ça. Et puis le dernier, c'est les AVC. C'est tout à fait pas du tout démontré encore. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait vrai. Ce qu'on sait, c'est que le Covid, ça je vous en ai pas parlé, mais il induit une tendance à coaguler trop. Il y a beaucoup de thromboses veineuses qu'on voit chez les patients qui font des Covid, beaucoup d'embolies pulmonaires. C'est la raison pour laquelle maintenant les patients qui sont hospitalisés, ils sont d'emblée anticoagulés. Et si vous avez une tendance à faire des thromboses, vous avez aussi une tendance à faire des AVC. Donc effectivement, il y a des AVC, des attaques cérébrales qui sont survenues chez des patients Covid. Probablement, on pense probablement en rapport avec cet état hypercoagulable. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut prévenir en donnant des anticoagulants. Voilà, donc vous voyez un spectre très large. On ne sait peut-être pas encore tout, on a encore très peu de recul finalement. Et d'ailleurs, c'est un des buts qu'on a ici à Lausanne, c'est de faire un suivi au long cours sur 2 ans des patients qui ont eu un Covid pour regarder effectivement si ces gens développent ou pas des séquelles neurologiques, pulmonaires, cardiologiques, etc. On veut regarder tout le spectre le plus large possible pour savoir si cette maladie finalement se résout rapidement ou si ça laisse chez certaines personnes des séquelles. Très bien. Je pense donc, j'avais dit que c'était la dernière question. Il y en a une dernière encore. Donc, c'est immunomodulateur et suppresseur. Quelle différence et impact sur le Covid? Mais je crois qu'on a déjà parlé de ça. Oui, les immunomodulateurs, c'est plutôt ceux qui n'enlèvent pas complètement, qui ne mettent pas la réponse immunitaire trop bas. Elle la change un petit peu, elle la module. Et les immunomodulateurs, c'est une définition qu'on utilise un petit peu moins maintenant, mais c'est plutôt les interférons et la Copaxone. Donc, c'est ceux-là qui sont plutôt considérés comme immunomodulateurs. Et puis, les autres, on les considère plutôt comme des immunosuppresseurs, mais avec des spécificités pour chacun. Par exemple, le Tysabri
protège que le cerveau ou le système nerveux central. Il n'est pas en soi un immunosuppresseur qui diminue la réponse immunitaire au niveau sanguin. C'est pour ça qu'on ne l'a pas considéré comme un traitement à risque ou rendant les personnes vulnérables. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses, les questions aussi. Je pense qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu directement. Donc, n'hésitez pas à nous renvoyer la question sur notre infoline. Moi, j'essaierai d'y répondre ou en tout cas de prendre contact avec des personnes compétentes pour pouvoir répondre à ces questions aussi. Et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou... Non, mais écoutez, on espère que c'était utile, on espère qu'on a été clair, et puis on remercie la Société suisse de sclérose en plaques pour l'organisation de cet événement. Je pense que c'est effectivement très très bien d'avoir pu continuer à maintenir le contact avec les gens maintenant avec des technologies qui ont été développées pendant le Covid, mais finalement ça marche assez bien. Et je pense que c'était un très bon moyen de garder le contact. Donc, et voilà, encore une fois, nous, on est toujours disponibles. Et puis en particulier, si les gens sont suivis chez nous, évidemment qu'ils peuvent s'adresser directement à nous pour poser les questions. Tout à fait. Alors en tout cas, merci. Pardon. Merci pour l'organisation et merci pour les questions aussi. Okay. Alors merci beaucoup et puis bonne soirée. Au revoir. Au revoir.